médecin coordonnateur donc, du service interentreprise de prévention et santé-travail. J'espère que je n'ai pas oublié de l'être là-dedans, mais Corrèze Dordogne. Donc, vous maintenant, parce que là je sais que vous avez une ancestralité, si on peut dire, globalement sur le sujet, mais là, à la fois, là en ce moment, à la fois pour répondre, je dirais, aux demandes de votre service, finalement, pour répondre au pilotage de votre service, mais aussi peut-être des entreprises et des secteurs, comment vous utilisez les data et à quoi ils vous servent en fait? Oui, bonjour Anne-Marie. L'utilisation qu'on en fait, elle est très très proche de celle que vient de faire Benedetto. Alors c'est très bien parce qu'on ne s'est pas concerté, mais ça permettra à tout le monde de comprendre qu'en réalité, cette tendance, c'est une tendance de fond au niveau de l'ensemble des services de santé au travail et que ce n'est pas une volonté individuelle spécifique à un endroit de la France. On ne travaille pas ensemble avec Benedetto et pourtant on lui fait le même usage des données. Alors, l'antériorité, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on ait une vraie antériorité, mais c'est vrai que sur le département de la Corrèze, parce que nous, la fusion Corrèze-Dordogne date il y a 3 ans, on avait initié un des exemples d'exploitation des données, c'est l'analyse des inaptitudes. Si ce n'est que les différents autres services, on la poursuit, c'est-à-dire qu'on a une analyse d'inaptitude qui court maintenant depuis 2017 en continu. Alors au départ sur le département de la Corrèze, et on est en train d'ajouter les données de la Dordogne, donc ça représentait au niveau Corrèze à peu près 60 000 salariés, bien en dessous de Lyon. Aujourd'hui, ça va couvrir 130 000 salariés, donc ça commence à devenir là aussi une base de données un petit peu plus significative. Et pourtant, rien que sur un sujet comme l'analyse des inaptitudes, et sur au départ un seul département à 60 000 dossiers, on se rend compte qu'on a réussi nous aussi à en tirer des enseignements en termes d'orientation de nos activités, de prévention notamment. Alors je vais faire 3 petites parties, je vais vous dire ce qu'on fait déjà des données, je vais vous dire ce qu'on aimerait en faire et ce qu'on pourrait en faire avec un niveau d'ambition supplémentaire. Donc ce qu'on en fait déjà, alors je mets de côté les rapports d'activité, bon ça c'est ancestral, c'est classique, mais ça c'est du compte-rendu, c'est à la limite assez peu intéressant pour adapter notre activité. Par contre sur l'orientation de nos actions de prévention, je vais vous citer 3 exemples très courts. On peut tout d'abord identifier des secteurs professionnels qui génèrent des risques particuliers, alors soit d'accidentologie, soit chez nous en l'occurrence là d'inaptitude. Alors ça ne va pas du tout surprendre Benedetto et les gens qui connaissent le métier, mais on a un taux d'inaptitude élevé dans le BTP, ça c'est connu et ça ne surprendra personne, mais au sein du BTP, les couvreurs sont une population où on a pu mettre en évidence un risque statistiquement significatif, un excès de risque d'inaptitude, avec un taux d'inaptitude annuel de 9% des couvreurs, par exemple. Donc ça veut dire que lorsqu'on va recevoir des couvreurs, par exemple lors de visites de mi-carrière, qui sont une visite de mi-parcours qu'on fait pour les professionnels pour essayer d'anticiper leur avenir professionnel jusqu'à leur retraite, on sait que par rapport aux couvreurs, il y a une attention particulière à porter avec peut-être des messages supplémentaires. Autre cas, c'est d'identifier des salariés qui vont présenter un terrain ou des pathologies personnelles qui vont être à risque avec un mauvais pronostic professionnel. Et là, ce qui a été assez spectaculaire dans notre étude, c'est par exemple la découverte que la fibromyalgie, qui en plus a un caractère un petit peu sexué quand même, avec une très forte prédominance féminine, a vraiment un très mauvais pronostic professionnel. On a par exemple sur 250 salariés qui étaient identifiés comme fibromyalgiques dans notre base de données. Là aussi, c'est de la donnée collective, tout ça ensuite est extrait et anonymisé. Mais on a 80 inaptitudes sur 7 ans, ce qui montre que vraiment 30% des fibromyalgiques de notre service finissent en inaptitude au bout de 7 ans de parcours. C'est quand même un très très mauvais pronostic professionnel. Et puis un autre axe, mais ça Benedetto l'a déjà un petit peu dit, c'est d'anticiper le plus possible les problématiques de maintien et peut-être même de retour en emploi. Et là aussi, de manière statistiquement significative, on s'est rendu compte que les inaptitudes après pathologie coronarienne, infarctus du myocarde notamment, avaient un très mauvais taux de retour en emploi, assez similaire à celui des cancers. Alors pour les cancers, on s'y attend un petit peu, selon la gravité de la pathologie, mais pour les pathologies cardiovasculaires, c'était un peu plus surprenant de voir un si mauvais taux de retour en emploi. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on fait déjà des données. Et uniquement sur un département, sur 7 ans, sur l'analyse des inaptitudes, vous voyez qu'on peut orienter les actions par secteur d'activité, par terrain individuel, ou par rapport à des problématiques de maintien et de retour en emploi. Alors après, ce qu'on aimerait en faire, on aimerait aller plus loin que ça. Et la donnée aujourd'hui qu'on a dans les dossiers médicaux, elle est intéressante, mais elle rencontre des problèmes, notamment le parcours en pointillé aujourd'hui des salariés, avec des périodes d'emploi, des périodes sans emploi, et puis
encore plus des salariés mobiles qui vont être suivis par différents services de santé au travail. Et ça, c'est l'enjeu de la réelle interopérabilité entre les logiciels métiers. Il y a quelques logiciels aujourd'hui qui prennent le marché, mais l'interopérabilité aujourd'hui n'est qu'un mot. Dans les faits, elle n'existe pas réellement. Et le transfert des dossiers d'un service à l'autre, s'il se fait par des PDF. C'est-à-dire avec une extraction d'un logiciel, on envoie vers l'autre service sous forme de PDF. Et là, on redonne une espèce de données mortes. Alors, on espère les rendre vivantes bientôt avec tous les dispositifs qui vont permettre de copier des données et les transférer dans les champs adaptés dans le nouveau logiciel. Mais on n'y est pas encore, l'interopérabilité. Donc, améliorer le suivi longitudinal des salariés au cours de leur carrière, c'est un véritable enjeu. Et puis, un autre axe, ce serait d'ajuster les actions de prévention en fonction de leur efficacité réelle. Il faut comprendre qu'à ce jour, quand on fait une action de prévention en santé au travail, on l'évalue souvent au regard d'indicateurs, mais qui sont des indicateurs de réalisation. Voilà le nombre de fiches d'entreprise qu'on a faites, le nombre de salariés qu'on a sensibilisés, le nombre d'aides qu'on a pu déclencher en partenariat avec la CARSAT pour aider tel secteur d'entreprise. Mais la véritable efficacité, ce serait d'évaluer l'impact en termes de sinistralité sur les salariés. Or, ces données de sinistralité-là, elles ne sont plus réellement chez nous. Pour les avoir, il faudrait un relatif décloisonnement, il faudrait qu'on accède, ça c'est un serpent de mer, au dossier médical partagé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faudrait qu'on puisse échanger avec des SSO, hein, des moyens de connecter les bases de données avec la CEPAM, avec la CARSAT. Et là, on aurait une vraie vision. Est-ce que l'action qu'on a menée dans tel secteur d'activité se traduit réellement par une baisse de sinistralité à 5 ans, par exemple, dans la population professionnelle de ce secteur d'activité? Donc ça, ce serait l'idéal pour guider des actions de prévention par rapport à l'efficacité réelle. Et puis le dernier point assez rapide, mais c'est qu'on pourrait en faire. Je parle souvent du fait que les data en santé au travail, nos DMSC, sont une forêt vierge de données, et dans laquelle on cherche un Eldorado épidémiologique, c'est-à-dire qu'on a des millions de données en santé au travail dans nos DMST, et on pourrait en faire de l'émergence, et ça rejoint ce que disait Benedetto tout à l'heure. Il faudrait pour ça ne plus travailler uniquement par service en interne. Il faudrait pouvoir avoir de la vraie big data inter-service de santé au travail, qui permettrait d'établir des corrélations, des expositions, des métiers, des pathologies. Évidemment derrière dans une optique de prévention primaire, mais on sait bien que l'épidémiologie permet de corriger des manqués dans la prévention primaire et d'aller identifier finalement des liens et des pathologies qu'on n'avait pas vu venir. Je travaille également à l'ANSES en toxicologie, c'est une de mes marottes, disait Anne-Marie tout à l'heure. On voit bien qu'aujourd'hui en toxicologie, quand on détermine une valeur sanitaire de référence, souvent on la détermine par rapport à un niveau de risque, de probabilité d'occurrence de la pathologie. Si on parle de cancer, on va dire qu'à telle valeur, l'excès de risque sera 1 pour 10 000 salariés exposés, 1 pour 100 000 salariés exposés. On comprend bien que par rapport à des incidences de ce type-là, ce n'est pas au niveau d'un service isolé, ou alors il faut être le plus gros service de France, qu'on pourra faire de l'émergence. Il va falloir partager la donnée dans de la big data, et pour ça, comme le disait Benedetto, il va falloir qu'on utilise mieux les thésaurus qui sont en place, parce que nos logiciels, par contre, on est armé aujourd'hui, on a des thésaurus qui ont été définis par présence notamment, qui sont inclus dans l'ensemble des logiciels métiers. Bon, il faut simplement derrière que le codage à l'intérieur de ces thésaurus soit harmonisé au niveau national. Il faut effectivement des bases massives, que tu disais tout à l'heure Anne-Marie en préambule, pour obtenir des résultats qui seront statistiquement significatifs, y compris sur des pathologies d'occurrence faibles. Et puis, bon, il faut franchir des degrés de complexité. Comme le disait Benedetto, on a l'habitude de gérer de la donnée médicale, on baigne dans le RGPD depuis toujours. Il n'empêche que quand on veut monter des études, et si en plus on fait des études, il ne reste plus des études internes au service, mais qui sortent des frontières du service, il y a quand même un certain nombre de freins, de complexité qu'il faut franchir. Mais l'idée, c'est de dire, laissez-nous un petit peu avancer dans ce domaine-là. Je le dis parce qu'aujourd'hui, c'est pas facilité par beaucoup d'éléments, que ce soit réglementaires, institutionnels, la culture, les habitudes. Il y a des freins, et si ces freins étaient levés, on a une mine d'or entre nos mains. Merci tous les deux d'ailleurs, Benedetto et Fabrice, de la richesse de votre approche, et puis si je peux me permettre, pour moi de la structure en si peu de temps, c'est d'une très très grande richesse, et vous montrez bien ce que sont à la fois les utilisations immédiates, hein, tout de suite en approche par segment, donc les couvreurs, le BTP, et en même temps en approche individuelle, l'étude que vous êtes en train de mener via la fibromyalgie, et j'aime bien votre forêt vierge de données où on cherche des Eldorado épidémiologiques.
je veux dire que là, effectivement, on est tous un peu avec notre lanterne et vous aussi, vous le faites avec une grande modestie, alors qu'on voit que enfin, c'est vraiment d'une très grande richesse. Et vous jetez dans le débat, alors peut-être qu'on reprendra tout à l'heure, je voyais Pierre-Antoine qui frétillait, si je peux me permettre, à ce propos, qui est la question d'interopérabilité, quel est le rôle des éditeurs là-dedans, et c'est vrai qu'on l'attend dans alors pardon, comme j'en suis pas, je peux peut-être dire que de temps en temps on a l'impression que tout en étant très pushy commercialement, il y a un peu de frein justement sur ces questions d'interopérabilité et voilà, où vont les choses. Mais écoutez, merci pour tout ça. Pierre-Antoine, vous avez envie d'ajouter quelque chose tout de suite, mais si c'est tout de suite, c'est 1 minute et demie et on passe la parole après